Bonjour à tous et bienvenue dans la famille en question. Ça y est, vous êtes papa ou vous le serez bientôt. Tout un monde s'ouvre à vous. Comment donner le biberon, le bain à ce petit être que vous ne connaissez pas? Quel lien allez-vous créer? Quelle place trouver aux côtés de la mère? Est-ce plus facile ou non d'être père? Aujourd'hui, c'est ce que l'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord Emmanuel Béguet. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous avez 2 enfants. Absolument, Gabriel qui a 3 ans et demi et Joséphine qui a 5 mois. Voilà, donc vous nous direz comment vous avez vécu cette étape de la paternité. Notre deuxième invitée est Elisabeth Raoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes sage-femme. Pendant une trentaine d'années, vous avez fait de la préparation spirituelle à la maternité Notre-Dame de Bon Secours à Paris. Vous avez publié avec Marie-Dominique Gaillat Le Temps de naître, guide pratique et spirituel de l'accouchement aux éditions DDB. Et en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la préparation spirituelle à la naissance? Vous faites d'ailleurs tout un travail autour du père. En quoi ça consiste? C'est l'occasion rêvée, l'attente d'un enfant pour réfléchir à tout ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain au moment où s'apprête à accueillir un petit être à qui on va transmettre sa culture, ses valeurs, sa religion. D'où l'axe spirituel. Et pendant ces 9 mois, pendant cette attente, le père se construit également à la paternité. Donc il nous a semblé intéressant de l'inviter, au même titre qu'on prépare les femmes à la naissance, à être mères. On ne les prépare pas qu'à l'accouchement. Donc ils soient tous les deux. Donc le soir, ils étaient invités avec des thèmes différents à réfléchir. Et puis on retrouve Jean Villeminot, notre chroniqueur. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Nous apporterez-vous un regard chrétien sur cette question des jeunes papas tout à l'heure. Alors avant de vous entendre tous les trois, on va écouter le témoignage d'un jeune père qui a découvert lui aussi les joies de la paternité. C'est un reportage de Sophie Lenné. Ah mon bébé d'amour. Allez viens, on se change mon bébé. Papa de Maxence, âgé de 9 mois, Stéphane est devenu expert dans l'art de changer des couches. Loin de l'image du père, figure d'autorité et souvent absent des tâches quotidiennes, il fait partie de ces nouveaux papas qui adorent pouponner leurs petits. Moi je fais partie de la nouvelle génération des nouveaux papas dans le sens où je veux pas louper un moment avec mon fils. J'ai un travail qui est un petit peu, qui me prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'une de mes hantises c'est de me dire il faut que j'ai vraiment envie d'assister au développement de mon fils et de voir vraiment toutes les étapes. Allez viens mon amour, on s'assoit. Hop, le petit pied. Mais au départ, Stéphane a mis un certain temps avant de vouloir devenir père. En couple avec Cécile depuis 5 ans, ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il a assumé pleinement l'envie d'avoir un enfant. La première fois qu'elle m'avait demandé, c'était... ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Et un matin, on a bu un café ensemble et elle m'a dit je veux un enfant. Et là, je me suis dit 27 ans, pas possible. Donc ça a duré 3 ans comme ça. Et puis, on a essayé d'avoir un bébé. Et en fait, ça n'a pas marché. Et c'est là que je me suis dit c'est pas si simple que ça d'avoir un bébé. Lorsque Cécile lui a appris qu'il allait devenir père, Stéphane fut donc très heureux, quoique un peu anxieux. Car pas si simple de se projeter en tant que papa. Pour avoir donc l'instinct paternel, il a ressenti le besoin de participer activement à la grossesse de sa femme. Pendant la grossesse, déjà il a pris 15 kilos. Donc ça c'est... alors je sais pas si c'était l'angoisse ou le fait de manger avec moi. Il était très présent aux échographies. Il a beaucoup matérialisé en fait l'avenue de Maxence aux différentes étapes. Quand il a su que c'était un garçon, il était fou de joie. Après, il aimait pas trop sentir Maxence bouger dans mon ventre. À chaque fois, il retirait la main en disant c'est quand même drôlement bizarre. Ayant toujours un peu de mal à prendre conscience de sa future paternité, Stéphane a décidé de son propre chef d'assister à la naissance de son enfant. J'avais des appréhensions parce que l'accouchement c'est un petit peu l'inconnu et puis tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas si ta femme elle va souffrir ou pas. Mais en fait le plus compliqué dans l'accouchement c'est qu'en fait en tant que papa tu sais pas très bien où est ta place. Donc t'es à côté de ta femme et puis c'est ta femme qui souffre. Et ta femme tu dois l'aider, tu dois faire le maximum pour l'aider, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Bien qu'un peu angoissé, voir sa femme mettre au monde son fils reste pour lui un instant inoubliable, riche en émotions. Je suis allé retirer moi-même Maxence de Cécile et je lui ai posé sur son ventre. Et ça, c'est un moment que tu peux pas oublier, quoi.
il a été super fort en fait, super fort, et après il a pleuré par contre. C'est en s'occupant spontanément de Maxence dès sa naissance que Stéphane a tout naturellement développé sa fibre paternelle. La vraie prise de conscience que tu deviens un papa, je dirais, c'est durant le premier mois quand tu commences à vivre avec lui et que tu commences à lui donner le biberon, à le changer. Oui, là tu commences à voir que tu as une responsabilité. L'arrivée de Maxence a incontestablement changé le quotidien de Cécile et de Stéphane. Leur couple en sort fortifié, car tous deux savourent ces moments de voir grandir leur fils. Mon bébé d'amour. Alors Emmanuel, vous avez entendu ce témoignage de Stéphane. Vous vous retrouvez un petit peu dans ce qu'il a dit ? Moyennement, un petit peu, mais c'est sûr que l'accouchement, c'est un événement étonnant. Enfin, moi, j'en ai vécu 2, donc, et qui étaient très différents, parce que le premier était un peu spectaculaire, avec un forceps, qui est quand même un instrument très, très spectaculaire. C'était très long, très difficile. Donc, et puis, il y avait la première fois, quand on est arrivé en salle d'accouchement, les sages-femmes ont commencé à mettre des sacs en plastique partout, en nous expliquant que le médecin qui allait accoucher travaillait salement et qu'il allait en mettre partout. Donc, tout ça avait un côté un peu inquiétant, un peu gore et un peu drôle. Ouais. Donc du coup l'émotion n'était pas très présente parce que c'était très long, c'était très médical, c'était bon. Le deuxième accouchement. Vous attendiez pas forcément à tout ça d'ailleurs. Non, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ouais. Enfin, on vous le dit, mais sans le savoir trop. Voilà. Ouais. Et alors ensuite, c'était quand même. Puis en plus, on est surpris parce qu'on est surpris par tout ce qui se passe, et puis on est surpris par la petitesse de l'être, en fait. C'est quelque chose qui est très très petit. Et ça, donc, ça vous a dit quoi c'est vraiment extrêmement surprenant, parce que quand on voit des bébés chez des amis, c'est jamais des nouveau-nés qui ont une des tout petits de 5 minutes. Ça donne l'impression de grande fragilité. Ouais. Comment vous êtes senti face à ça, justement, et face à ce petit bébé qu'on vous a mis entre les mains, sans doute? Oui, assez vite, c'est ça? J'ai coupé le cordon, j'ai fait tout. Bon, j'ai trouvé ça. Il est né en plus les yeux ouverts, donc c'était quand même une expérience intéressante. Mais comme je vous dis, le spectacle était tellement énorme que la deuxième, au contraire, ça s'est passé très très vite. En plus, je suis arrivé un peu en retard dans la salle d'accouchement, donc j'ai à peine le temps de mettre le chapeau et les surchaussures, et tout de suite le bébé pratiquement était là. Et là, du coup, j'ai ressenti une bien plus grande émotion, parce qu'il n'y avait pas un peu ces choses un peu peut-être inquiétantes autour de l'accouchement. Oui, elles n'étaient pas spécialement inquiétantes, mais elles étaient en tout cas... ça parasite un peu peut-être l'émotion. Déconcertante. D'accord. Alors, Elisabeth Raoul, vous avez entendu beaucoup de témoignages, comme celui de Stéphane. Les papas, on le sent très, très impliqué. Très présent, oui. C'est le cas aujourd'hui des pères? Il mime la grossesse, il prend 15 kilos. Ça s'appelle la couvade. C'est un rite qu'on retrouve encore en France, et on le trouve, ce rite est bien connu dans le Béarn, en Corse, mais aussi au Canada, en Sibérie. Il a été étudié. Vous avez fait une couvade, Emmanuel, ou pas? Oui, oui. Et puis il faut signaler que c'est des plateaux, c'est-à-dire qu'on ne redescend pas. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ne redescends pas tellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois on monte comme ça et puis comme ça. C'est inconscient en fait. Ça peut être avoir mal au ventre, mimer les contractions, mais dans les sociétés où le mariage n'a pas cours, l'homme se couche au moment de l'accouchement, et c'est comme ça qu'il négocie la paternité. On le reconnaît en tant que père. C'est symbolique, c'est un rite de passage. Oui. Et pour vous, Emmanuel, finalement, est-ce que vous parliez, vous avez coupé le cordon, ça on parle de la période de l'accouchement, l'avant, pendant la grossesse, est-ce que vous avez été impliqué, vous avez suivi attentivement ce qui se passait pour votre femme, vous étiez intéressé par tout ça, le ventre qui s'arrondit? Intéressé, oui, mais j'étais pas extrêmement impliqué du coup. Enfin, les échographies, c'était des événements effectivement intéressants et forts, mais le reste du temps. Là, qu'est-ce que vous êtes dit en voyant les échographies, d'ailleurs pas toutes. Image de votre... les toutes premières échographies, on voit rien. Donc ça n'a pas. Mais les dernières échographies où on voit la forme de bébé, là, on se rend compte que quand même il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Donc et la vie est là. Enfin voilà. Mais dans mon expérience, il faut quand même pouvoir reconnaître quelque chose, parce que si c'est juste. Et quand vous avez
vu cet enfant, est-ce que tout de suite c'est devenu plus concret pour vous ou pas? Alors non, pour moi la relation avec l'enfant c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure que l'enfant grandit et se développe. Les 3 premiers mois, il dit rien, il sourit pas, il communique pas, il signale qu'il a faim, et puis quand il a faim, il mange, et puis après il dort. Vous n'êtes pas senti très en lien avec votre bébé les 3 premiers mois? Les 3 premiers mois, aucun des deux, pas tellement. Ouais. Et je sais que ma femme, au contraire, elle a une relation parce qu'elle allait. Ouais. Donc moi, en plus, j'ai pas l'occasion de le nourrir, donc je suis vraiment oui, y a pas spectateur. Les biberons, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, on rencontre quelqu'un. C'est-à-dire que quand le bébé grandit, il a une personnalité qui est la sienne, qui lui est propre, et donc il y a une relation qui se construit de personne à personne. Mais au début, moi, j'ai pas ressenti de choses spéciales. Et puis surtout, c'est pas un événement, même plus tard, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Il n'y a pas eu un déclic. Voilà, il n'y a pas de déclic, il n'y a pas d'illumination. Oui, parce qu'on entendait dans le reportage Stéphane qui disait moi, c'est dans le premier mois, je me suis sentie père, avec les premiers gestes, les bains, etc. Il s'est un peu investi de ce rôle-là, mais vous diriez que vous, ça s'est vraiment fait progressivement. Je pense que c'est chacun... Chacun, évidemment, le vit différemment. C'est bien vrai. Les pères en général. Et combien de temps, Elisabeth Raoul, il faut pour devenir père, vous croyez? Alors, il y a des pères, c'est immédiat quand on leur met dans les bras. Et ça, c'est le travail des sages-femmes. On peut, mais c'est pas dans le film, le cas. On n'a pas forcément la fibre paternelle. Emmanuel le dit lui-même. Ça n'a pas été quelque chose qui lui est tombé dessus, ni à l'accouchement, ni... Non, il y a une construction de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai que porter l'enfant pour la première fois et saisir son regard, ça peut être le déclic pour certains pères. Mais Emmanuel nous dit que pendant la grossesse, on le sent un peu, des fois, à côté de sa femme. C'est vrai que c'est pas très concret pour un homme, sauf le dernier trimestre où il y a des rondeurs. Bon, quelques échographies, encore celles où on voit bien, mais la femme le vit vraiment dans sa chair, alors que l'homme, ça va être au moment de la rencontre, c'est quand l'enfant naît, qu'on le porte, qu'on lui donne ses premiers biberons. Quand il le verra, en fait. Les soins qu'on lui donne aussi. Oui. Emmanuel, les premiers gestes, vous, avec votre bébé, le premier, ça s'est passé comment quand vous l'avez pris dans vos bras, quand vous lui avez donné le bain, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous en gardez quel souvenir de ces moments-là? En fait, c'est assez. Je vous disais tout à l'heure que c'est très petit, mais finalement, c'est assez naturel. Enfin, moi, mes oncles et tantes, enfin mes oncles et mes grands-parents, c'était des générations où les hommes prenaient pas les bébés dans les bras, et même encore maintenant, ils ne veulent même pas y toucher. Quand ils sont donc vous n'aviez nouveau-nés. Pas une expérience de ça. Mais finalement, c'est pas spécialement difficile si on lui tient la tête, qu'on le laisse pas tomber. Ça vous a plu? Plutôt, oui. Enfin, ensuite, il y a des choses qui sont plus... Le soin du cordon, par exemple, ça, c'est quelque chose d'un peu plus... On a peur de faire des bêtises. D'accord. Il y a on y va, mais doucement. Voilà, on y va doucement. On ne sait jamais s'il faut... Enfin, ça devient un peu technique, mais on ne sait jamais s'il faut mettre la couche par-dessus ou par-dessous le cordon. Et ça, qu'est-ce qui vous a donné les réponses? C'est les sages-femmes qui nous expliquent ça. Mais moi, je ne le retiens pas, parce que ensuite, je ne me souviens plus d'une fois sur l'autre si finalement on avait dit que c'était dessus ou dessous. Donc, et les sages-femmes, finalement, elles vous ont... été précieuses. C'est important de leur demander des conseils et tout ça. Ça, vous l'aviez fait à la maternité? Oui, à la maternité, oui. Puis il y a même une visite à domicile ensuite, 2 ou 3 jours après, je crois. D'accord. Alors, Elisabeth Raoul, justement, c'est premier temps avec l'enfant. Est-ce que vous, ça fait partie des choses auxquelles vous avez préparé ces pères pour les familiariser avec ça? On les prépare, mais on ne les précipite pas comme ça dans les soins, parce que c'est vrai que c'est une grande responsabilité. Et quand ils nous posent des questions, peut-être on les incite à déjà observer la relation qui se met en place avec la mère. Parce que certaines mères pourraient être frustrées ou pourraient se sentir dévalorisées, parce que certains pères font très bien. On le voit dans ce reportage. Il a l'air de maîtriser tout ça. Tout à fait à l'aise. Peut-être qu'il a eu des frères et des sœurs qu'il a élevés. Peut-être que ça fonctionne bien aussi entre ce papa et ce bébé. Quand on a plusieurs enfants, on sait qu'avec certains enfants, il y a une fibre comme ça qui parfois fonctionne d'emblée très bien. Mais une fois que la relation avec la mère est installée, et ça c'est le père qui va le juger intuitivement, 1 mois, 2 mois, vous avez dit 3 mois, à ce moment-là, c'est déjà construit, il peut venir bien en place. Il ne faut pas oublier que le père, il sépare cette fusion qui pourrait être dramatique entre la mère et l'enfant. C'est ce qui est installer une relation triangulaire. C'est ce qu'on dit du père.
La relation triangulaire est très importante pour l'enfant. Sinon, il est dans la confusion et dans l'indifférenciation. Et est-ce que c'est la mère aussi qui doit lui laisser la place, peut-être au bout de ses premiers temps où elle-même est dans la fusion? Donc comment ça se fait, ça? Il y en a qui prennent toute la place. Voilà. Et comment concrètement la mère va lui dire les choses pour que le père puisse à son tour être impliqué? On a beau lui dire en préparation à l'accouchement, il y a un moment donné où... Il faut passer le relais un peu. Mais oui, il faut passer le relais. Parce qu'en même temps, c'est fatigant, ce petit qui est vulnérable, mais à la fois qui a une énergie quand il vous réveille la nuit. Donc le père peut, des fois, la nuit, aller s'occuper du bébé pour prendre le relais. On n'est pas trop de deux pour un petit bébé. Emmanuel, on n'est pas trop de deux. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes levé la nuit pour aller chercher votre petit garçon. Vous étiez très présent pendant les nuits sans sommeil. Comme votre femme. Comme ma femme allait, de toute façon, je ne pouvais pas le nourrir. Vous n'alliez pas le chercher? Alors, pas hyper souvent. Je vais vous faire culpabiliser. Non, mais pas tellement quand il est... Enfin, ce qui m'est... Si, parce qu'il arrive parfois... Pas le deuxième, qui est très... Mais le premier pleurait un peu plus, même s'il était rassasié. Donc, si, il m'est arrivé de le bercer, de le promener pour le calmer. Mais si on avait besoin de moi dans un deuxième temps. Mais initialement, la responsabilité... la responsabilité première, c'est quand même, chez nous, vous le voyez c'est quand comme même, ça, c'est votre femme. Quand même la mère, et ensuite, moi, je suis là si on a besoin de moi, si elle n'est pas là, je suis là en secours, mais pas en... Alors, vous ne prenez pas forcément les initiatives pas quand les enfants, ça dépend de quelle période on parle, mais si on parle des bébés, période, c'est ça. Non, pas vous qui gérez la logistique quotidienne. Ensuite, plus l'enfant grandit, et plus j'ai l'impression que mon rôle est important. Sans que je fasse rien de spécial, mais dans l'apprentissage, puis dans la complicité, faire des choses ensemble, faire du vélo, mais c'est beaucoup plus tard. Et vous avez eu le sentiment de trouver assez facilement votre place en tant que père? Oui. De vous situer un peu dans cette nouvelle dynamique? J'ai l'impression que tout ça s'est fait assez naturellement. On n'avait pas fait de préparation particulière, on n'avait lu aucun livre, et tout ça s'est fait quand même assez simplement, sans que ça vous pose de c'est mon impression. Maintenant, il faudrait demander à ma femme si elle a bien compris, si elle partage votre point de vue. Mais, Elisabeth Raoul a envoyé avec ce reportage Stéphane, qui est peut-être un peu dans ce qu'on dit, fait partie de ces nouveaux pères qui sont très présents. Alors, est-ce que parfois ces nouveaux pères, ils en font pas un peu trop? Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à materner, à devenir un peu des mères à leur tour? Mais ça dépend beaucoup du temps. Je pense que ce père-là, peut-être, était au chômage ou étudiant ou Non, apparemment non. Il est pris par son travail, mais en tout cas, il fait en sorte d'être là pour le plus possible. Pour donner le plus possible de soins à son bébé. Oui. Les nouveaux pères, en fait, ce terme, il date de 70. Donc, vous voyez, d'après 68, c'est quand même assez... C'est la génération actuelle. Voilà. Mais est-ce que les rôles sont bien répartis? Est-ce qu'avec cette égalité un petit peu qui se met en place aujourd'hui entre hommes et femmes, les deux travaillent, il y a un partage des tâches, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un peu une confusion des rôles? Et vous le disiez tout à l'heure, la mère parfois peut se sentir un peu dépossédée peut-être de son rôle maternel. Je pense que ça se rétablit quand même assez vite. Il y aura toujours des femmes qui voudront garder une place très importante et qui tiendront leur mari et leur compagnon à l'écart. Ça existe. Mais peut-être quand même moins que les générations précédentes, justement parce que la femme travaille et elle a besoin de son compagnon pour répartir les tâches. Même s'il y a la nourrice, même si l'enfant est en crèche, je pense qu'il y a une répartition plus juste et plus équitable. Et ces pères, vous diriez qu'ils se portent comment aujourd'hui, ces pères de notre époque que vous avez pu côtoyer? Je les trouve épanouis et je pense que les enfants... Bien dans leur rôle. Les enfants en bénéficient. C'est très utile. Même Emmanuel disait, je ne fais pas grand-chose, mais faire du vélo, prendre du temps, lui parler... cette figure est très réconfortante, très protectrice. Je pense que l'enfant qui a la chance d'avoir son père auprès de lui est rassuré, sécurisé. Et ça, c'est énorme quand on développe une personnalité pour la structuration mentale de l'enfant. Et puis alors, il y a aussi évidemment une question importante, c'est la dynamique autour du couple.
quand l'enfant arrive. On se retrouve à 3 tout d'un coup. Alors vous, ça s'est vécu comment ? Il y a eu un bouleversement, changement. Vous revenez à la maison, vous êtes 3. Est-ce que pour vous, il y a eu une dynamique qui a dû se mettre en place ? Oui, ça change quand même. Ça change clairement les choses. Et dans quel sens ? Dans le mauvais sens. Dans le mauvais, c'est embêtant. Il y a une distance qui se crée. Enfin, l'enfant, il est quand même entre le... Il accapare. Oui. Voilà. Mais c'est le lien aussi entre vous et votre femme. C'est les deux. C'est à la fois celui qui prend du temps, mais qui... Oui. Alors ensuite, beaucoup plus tard, quand il arrive, quand même, c'est lui, et voilà. Donc, bon, ce qui est effectivement un petit peu déroutant au début. Ensuite, ça change, c'est plutôt nous d'un côté et lui de l'autre. Mais c'est quand il grandit. Il est un peu plus grand. Et puis quand il joue l'un contre l'autre, quand il dit maman m'a dit que j'avais le droit de faire ça et qu'en fait c'est pas vrai, par exemple. Et là, donc là c'est bon, mais ça c'est beaucoup plus tard. Quand il arrive, c'est quand même effectivement ça demande un peu perturbant. Un ajustement. Merci à tous les deux. Alors, Jean, quel repère on peut donner à ces jeunes papas, les repères chrétiens ? Je crois qu'il faut d'abord rappeler que celui qui est jeune père est d'abord un époux. Et il me paraît aujourd'hui très urgent de rappeler cela. L'enfant, dans le plan de Dieu, est le fruit de la communion d'un homme et d'une femme. Et je dis très souvent aux fiancés que j'accompagne vers le mariage qu'il faut prendre le temps de construire une communion d'amour qui n'a rien à voir avec un contrat d'amour, une cohabitation, quelque chose négocié où on se répartit les tâches. Et dans ce monde qui ne comprend plus le caractère essentiel de cette altérité homme-femme, où l'homme et la femme ne sont absolument pas identiques et sont même, je le dis, essentiellement différents, quitte à me faire critiquer, il est très important de vivre pleinement cette communion. Parce qu'effectivement, une naissance, c'est une épreuve. Je ne dis pas une difficulté. Jean-Paul II disait dans la lettre aux familles quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que l'enfant est la preuve et l'épreuve de l'amour des parents. En ce sens qu'une communion, qu'un don des époux ne trouve sa plénitude que quand ce don est donné. Ainsi, l'enfant est à la fois le témoin et la preuve de l'amour des parents. Je dis d'ailleurs très souvent aux jeunes parents, le reportage de ce point de vue-là m'a laissé un peu sur ma faim, je dis très souvent aux parents de tout petits bébés, je vois souvent les jeunes papas et les jeunes mamans se pencher sur le berceau de leur nourrisson, et je leur conseille de se pencher à deux sur le berceau du nourrisson et de regarder les yeux du nourrisson. C'est une expérience irremplaçable. Et pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'en fait, l'enfant fait l'expérience de Dieu. Parce qu'il fait l'expérience d'une communion parfaite d'un homme et d'une femme. Il fait l'expérience d'une altérité qui est finalement à l'origine de son être. En fait, le cœur de l'être de l'enfant, c'est la communion des parents. Beaucoup de parents ont fait l'expérience d'un enfant qui, au milieu de la nuit, vient, alors que tout est éteint, se coucher entre papa et maman, il s'endort en 15 secondes, et pour les parents, la nuit est foutue. mais lui, ça lui pose aucun problème, il est là, il est au cœur de son être. Et donc, il faut faire très attention à ça. Il ne s'agit pas de dire qu'on a besoin de son compagnon, parce qu'on a besoin d'être deux. Chacun a une place qui est une place unique, qu'il doit avoir et que l'on doit respecter. Ainsi... il y avait cette question de laisser la place au père. Effectivement, une femme qui veut être tout dans le rapport à l'enfant, c'est une catastrophe absolue. Je dis souvent aux fiancés cette expression, aux fiancés eux, la jeune fille, c'est symbolique bien sûr. Tant que tu diras les enfants qu'il m'a donnés, tout ira bien. Le jour où tu diras mes enfants, fais attention, tu es sur une voie dangereuse. Donc je crois qu'il faut souligner et ressouligner l'importance de la vie conjugale dans ce temps extraordinaire et très fort de la jeune paternité. Ça me paraît tout à fait essentiel. On a parlé de couper le cordon ombilical, de supprimer la fusion. Voilà. La mère
invite le père à adopter l'enfant au moment de la naissance, et l'enfant apprend à la mère à couper le cordon ombilical après la naissance. C'est ça, toute la symbolique. Merci Jean. Et bien, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la préparation spirituelle qui est donnée à Notre-Dame de Bon Secours à Paris, eh bien, vous pouvez appeler la maternité au 01 44 12 88 66. Enfin, je vous signale le livre Devenir père de René Friedman et Christine Schitz qui est paru aux éditions Marabout. Merci à tous, à la semaine prochaine. Au revoir.